J'ai été très surprise quand Héloïse m'a demandé d'intervenir ce soir, parce que je n'ai pas l'habitude de parler en public, d'une part, et que d'autre part, je ne voyais vraiment pas ce que je pourrais vous dire d'intéressant ce soir. Alors voilà, je m'appelle Sonia, j'ai 65 ans, j'ai eu 3 enfants que j'ai élevés en restant à la maison, et j'ai vécu presque toute ma vie avec le même homme que j'ai aimé passionnément. Je suis née... Pardon. Pour préparer cette intervention, j'ai dû faire un petit retour dans le passé. Je suis née en 1953 dans une famille bien comme il faut, en apparence. J'ai une jeunesse un petit peu spéciale parce que je ne suis rentrée à l'école qu'à l'âge de 8 ans. C'était plus simple ainsi pour mon père qui m'emmenait avec lui faire 2 mois de ski par an, du patinage artistique, et ensuite s'étant pris de passion pour la tauromachie, feria de Nîmes, feria d'Arles, pèlerinage et Sainte-Marie de la Mer, la Cama. Ensuite, rentrée à l'école, nous avons dû inventer un certain nombre de mensonges familiaux, de décès familiaux, pour justifier mes escapades répétées. Enfance privilégiée, me direz-vous. Pas du tout. Parce qu'une petite fille à cet âge-là, elle a envie d'être comme tout le monde et surtout de ne pas sortir du rang. Parallèlement à cette jeunesse fantasque, le côté noir de mon père s'exerçait le soir. Un homme violent, perverse et manipulateur. Déchaînement de violence et enfermement dans le cagibi. Ma mère pleurait derrière la porte mais n'a jamais rien fait pour m'en sortir. Elle subissait comme moi. Ensuite, comme pour toutes les violences faites aux femmes, l'homme venait ensuite quémander son pardon. Et je me suis rendu compte très très vite que si je ne pleurais plus, que si je ne parlais pas pour répondre à sa demande de pardon, cela le rendait fou. Et je vous avoue que j'en tirais un plaisir assez sadique, car dans ces moments-là, c'est moi qui le dominais. Alors, j'ai appris à ne plus pleurer, j'ai appris à serrer les dents, je suis devenue une guerrière. Je ne garde de cette période aucune nostalgie, car elle m'a permis de m'endurcir, j'ai appris à grandir seule, j'ai mal appris à bien aimer, et pendant très longtemps, j'ai gardé la peur que quelqu'un me touche. Mais cette période m'a également construite. Je suis tout autant fantasque que rigide, et cela m'a permis de développer une force intérieure qui m'a aidée toute ma vie. Très jeune, je rencontre Patrick. C'est l'homme qu'il me faut. Il est bon, drôle, exubérant, passionné, et surtout d'une grande moralité, d'une grande honnêteté, ce qui m'a manqué toute ma jeunesse. Alors voilà, je deviens une femme de devoir, j'essaie de bien faire tout ce que l'on me demande de faire, car je n'aime pas les demi-mesures, et lui non plus d'ailleurs. Je vis une vie heureuse, un premier enfant, un second, puis enceinte du 3e, nous partons pour 5 années d'expatriation aux États-Unis. 5 très belles années, 5 années de fête. Nous rentrons en 1987 et installons notre vie en banlieue parisienne. Je m'occupe de mon mari, je m'occupe de mes enfants, tout va bien. Mais le 19 novembre 2001, ma vie va basculer. Je débarque chez mes parents. Je trouve papa dans le coma et maman morte. Ce matin-là, mon père a tiré 3 balles dans le dos de ma mère. Lui a préféré prendre des cachets, soi-disant pour se tuer, soi-disant par amour. Crime d'orgueil, dira-t-on au procès. Alors là, c'est la descente aux enfers. Je passe par toutes les étapes. L'horreur, le déni, l'incompréhension, puis l'instruction, 3 années. Puis le procès. 2 jours d'horreur où il faut affronter les vérités, les mensonges. Alors là, je livre le plus grand combat de ma vie. Je vais oser aller jusqu'au bout. Je vais oser tout raconter. Je vais oser affronter mon père. Il en prendra pour 15 ans. Il est mort en prison et c'est tant mieux. Après tout cela, j'ai 2 options. Je coule ou je ne coule pas. Mais je suis une guerrière, je ne coule pas. Et le temps faisant son œuvre, je m'accroche à la quête du bonheur comme à une bouée de sauvetage. En 2008, on diagnostique un cancer de l'ésophage à mon mari.
Après plusieurs interventions, il est dans le déni, il croit à sa rémission. Moi, je sais que je l'accompagne vers la mort. Mais alors, on va oser. On va oser faire de sa fin de vie une fête autant que possible. Oser refuser la maison de convalescence. Oser l'emmener faire son dernier voyage aux États-Unis malgré les tuyaux, la morphine, la souffrance. Oser le bonheur à plein plutôt que la tristesse tout seul, en rassemblant 150 personnes venues d'un peu partout pour tourner la scène finale d'un film tout en couleurs et tout en musique que ma fille réalisait pour les 60 ans de son père. Oser, 2 mois avant son décès, organiser un réveillon contre la vie de tous. Tout le monde me disait qu'il ne fallait pas le faire, mes enfants aussi, et je l'ai fait. Il a ri jusqu'à 2 heures du matin. Le 1er mars 2010, mon mari décède sous un ciel bleu magnifique. J'ai 57 ans. Cela aurait pu être le dernier chapitre de ma vie. J'aurais appris à vivre seule, à faire semblant, à profiter de mes petits-enfants. Pardon, excusez-moi. Mais la guerrière reprend le dessus. Et c'est mon refus catégorique de me laisser aller. Alors j'organise plein de dîners, des apéros. Je joue tous les jours au golf. Je fais très attention à rester coquette pour que les gens n'aient pas pitié de moi et toujours plaisir à être en ma compagnie. J'accepte toutes les invitations que l'on a la gentillesse de me faire et j'affiche toujours une mine souriante quand j'arrive chez quelqu'un. Ensuite, je ne demande l'aide de personne, je me débrouille toute seule. Et petit à petit, malgré la tristesse qui n'est jamais loin, ma vie prend une autre couleur. Je suis veuve, j'ai 60 ans, mais je suis libre. Et j'ai la chance d'être en forme, il ne me manque de rien, il ne me manque rien pour vivre. Pardon. Ah oui, je suis extrêmement bien entourée. Et moi, je n'ai pas un mari qui me demande « Qu'est-ce qu'il y a de bon pour le dîner ce soir ?» et qui ne m'appelle pas toutes les 10 minutes pour savoir où je suis. Alors, je croque la vie à pleines dents, je sors, je fais des voyages avec mes enfants, mes petits-enfants, et je suis tous les jours sur les fairways. Sauf que voilà, il me manque quelque chose, car tous les matins, je me lève seule. Quand je rentre des dîners, je rentre seule. Et quand je ne vais pas à un dîner, je me fais des plateaux télé. Alors, je vais oser. Comme un acte militant, je décide de changer ma vie. Je rencontre alors un homme, il me semble très pressé. Tant mieux, moi aussi. Je dois me libérer de ce sentiment d'interdiction et d'adultère. En même temps, j'ai une amie qui me dit « Sonia, voilà, tu as fait un super CDI avec ton mari, ok, mais maintenant, tu as bien le droit, après 7 ans de veuvage, de te faire un petit CDD. » Je mettrai fin à cette relation très rapidement parce que l'homme n'est pas digne de confiance, mais peu importe. La petite guerrière est arrivée à ses fins. J'ai redécouvert la liberté. Plusieurs mois ont passé. Et il y a eu cet homme, rencontré sur un parcours de golf, c'était de bon augure. Un homme il est veuf et il est en tout point différent de mon mari. Il est calme, discret, doux. Et cet homme bon, attentionné et généreux rentre dans ma vie à pas de souris. Ensemble, nous avons osé. À 65 ans, nous avons osé la rencontre. Nous sommes différents en tout, mais c'est aussi la magie de notre histoire. Cet homme casanier, je l'emmène dans tous mes dîners et il découvre une vie faite d'amitié et de copains. Quant à ma vie bien organisée, golf, copains, voyage, il la bouscule totalement en m'emmenant au cinéma, au théâtre
à des concours d'éloquence, voir la Traviata, me lit des poèmes chinois. Et pendant l'épisode de neige, il me dit, Sonia, toute la journée tu es bloquée, apprends un poème de Baudelaire, tu me le réciteras ce soir. Et me voilà à 65 ans, récitant du Baudelaire dans ma cuisine. Notre histoire est une histoire simple, mais elle est douce et généreuse. À l'occasion de la Saint-Valentin, c'était un petit peu spécial pour moi, parce que je n'étais plus toute seule. J'ai eu envie d'écrire à cet homme ces quelques lignes, et Louise m'a demandé de vous les lire. Faire une rencontre à 65 ans, c'est comme monter dans un train en marche parti depuis fort longtemps. C'est se dire aussi qu'il ne faut pas le rater, et que si on ne connaît pas la destination finale, tous les chemins menant à Rome, on verra bien après. Faire une rencontre à 65 ans, c'est se mettre un peu plus de parfum que d'habitude. C'est changer de sac le soir quand on sort, regarder son placard en se disant « Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» C'est sortir avec des chaussures qui font mal aux pieds, mais tellement plus belles que les chaussures marche à l'aise. C'est penser au regard de l'autre au lieu de ne voir sa propre image que dans le miroir. C'est attendre un appel ou un petit message pour se dire bonjour, bonsoir. Faire une rencontre à 65 ans, c'est savoir aussi que l'autre ne changera pas et que vous ne changerez pas non plus, mais tout en appréciant que certaines habitudes puissent changer. Faire une rencontre à 65 ans, c'est comme avoir 15 ans. Car à 25 ans, on est casé, crédit sur le premier appartement, bébé numéro 1 vous empêche déjà de dormir, tous vos amis vous ressemblent car vous avez fait les mêmes études, on sort l'argenterie, collier de perles pour les dames et c'est parti pour 40 ans de vie commune. Mais à 65 ans, c'est l'aventure, comme à 15 ans. Du temps libre parce que vous êtes à la retraite, on se tient la main dans une salle obscure. On se fait des petits restos en réglant chacun sa part. On a des projets plein la tête. On croit. Non, à 65 ans, on ne croit plus à rien. Et comme disait Jean Gabin dans une chanson, à 60 ans, on sait que l'on ne sait jamais rien. Et si donc on sait que l'on ne sait plus rien, que l'on ne croit plus à rien, alors il reste le rêve. Et à 15 ans, tous les rêves sont permis. Voilà mon histoire. Je n'ai jamais considéré que j'avais des choses intéressantes à vous raconter, car je n'ai rien fait d'extraordinaire, je n'ai pas de talent remarquable, et je n'ai rien fait pour changer le monde. J'ai juste essayé de traverser la vie en y laissant le moins de plumes possible, et j'ai juste fait en sorte de savourer tous les plaisirs et les bonheurs que la vie pouvait me donner. Du haut de mes 65 ans, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je sais que quand la vie n'est pas facile, le bonheur est un acte volontaire. Je voulais vous laisser sur une petite histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a été dans les camps de concentration et qui en est sortie miraculeusement vivante. Un journaliste l'interroge et lui dit « Comment avez-vous fait ?» Mais elle dit « C'était très simple. Le matin, quand je sortais du lit, quand je me mettais le pied à terre, j'imaginais que j'avais une veste avec 2 poches. Dans la poche gauche, virtuelle bien sûr, elle mettait les poches virtuelles de malheur. Et dans la poche droite, elle mettait les pièces virtuelles de bonheur. Sans doute un morceau de pain un peu plus gros, une soupe un peu plus chaude, le sourire d'un enfant, que sais-je. Alors je me suis dit, Sonia, si elle y est arrivée, tu n'as aucune bonne raison pour échouer. Et je me suis rendu compte que les pièces du bonheur, il fallait se baisser pour les ramasser. C'est tellement facile. Vous vous levez le matin, déjà vous êtes vivante, une pièce. Vous mangez une pièce, un rayon de soleil, une pièce, un arbre en fleurs, une pièce. Tout
tout est magique. Je crois que j'ai oublié de vous dire qu'en fin de journée, cette femme disait que sa poche millionnaire était beaucoup plus lourde que l'autre. Je crois que j'ai oublié de vous le dire, je m'en excuse. Alors depuis, j'ai toujours appliqué cette méthode. Et vraiment, le bonheur est un acte volontaire et il faut l'oser. Voilà.